Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact, j'accueille Sylvie Dufour, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chargée de mission maire au Muséum national d'histoire naturelle, également directrice adjointe de l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université. Et Julie Lasserre, bonjour. Bonjour. Vous êtes océanographe et chargée de sensibilisation et éducation chez The Sea Cleaners. La COP28 qui se déroule à Dubaï jusqu'au 12 décembre. C'est l'un des thèmes, peut-être pas le thème central, on va voir ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on peut en attendre justement de cette COP28 en matière de défense de l'océan, Sylvie Dufour? Mais il faut qu'on en attende beaucoup. Il faudrait. Oui, parce que l'océan joue un rôle essentiel dans notre vie, dans notre avenir. Et il a joué un rôle jusqu'à présent de protection pour le climat. C'est maintenant assez bien admis. Il n'y a plus beaucoup de climato-négationnistes, disons, qui ne reconnaissent pas le changement climatique actuel. Mais c'est quand même beaucoup plus récemment qu'on se rend compte du rôle que joue l'océan dans cette régulation. C'est un puits de carbone, mais pas que, c'est ça? Oui, en fait, l'océan, on s'aperçoit, a absorbé plus de 90% de l'excès de chaleur dû au gaz à effet de serre. C'est énorme. Ça nous a protégés pendant des siècles et des siècles, quoi. Enfin, on ne dit pas des siècles et des siècles, c'est depuis l'ère industrielle. Donc ça en fait au moins un et demi, quoi. Voilà. Et il nous a énormément protégés. S'il n'y avait pas eu cette absorption de chaleur par l'océan, on en serait déjà dans une situation catastrophique. Ouais. Mais il a aussi, quand vous dites, fait puits de carbone en absorbant aussi de l'excès de CO2. On estime à peu près à 30% de cet excès de CO2. Une absorption à la fois qu'on peut qualifier de vertueuse, disons via ce qu'on appelle la photosynthèse, les algues, qui captent le carbone pour faire la photosynthèse, et c'est le début des réseaux trophiques, mais aussi l'absorption directe physique, c'est ça qui entraîne ce qu'on appelle l'acidification de l'océan. Donc une absorption aussi avec des effets très délétères. Ouais. Cette COP28, elle est critiquée avant même son démarrage parce qu'elle se passe à Dubaï, parce que, bon, voilà, on ne va pas revenir sur la personnalité du président de la COP. Est-ce que vous pensez qu'il faut y aller? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que finalement, il faut mieux être dans l'avion pour le détourner, quoi. Pas être dans l'avion, du coup, pour le coup. C'est pas la meilleure. c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais bon. C'est pas la meilleure image. Oui. Non, bah oui, je pense que c'est important d'être présent à ça. Effectivement, il y a plein de choses à critiquer sur cette COP28 et sur les 27 d'avant, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est important d'être là. Je pense qu'il faut voir le côté positif, en fait, que ça se passe à Dubaï. Ouais. On ne peut pas éviter le sujet des énergies fossiles. Là, c'est pas possible et on est en plein cœur de cette problématique. Ouais. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on doit attendre de la COP28. C'est quelque chose de fort sur les énergies fossiles, parce qu'aujourd'hui, c'est là le premier impact sur le changement climatique. Est-ce que vous, qui êtes océanographe, vous vous êtes dit, en voyant les différentes COP, que c'était un peu le parent pauvre des COP précédentes? Le parent pauvre? Est-ce qu'on en parle suffisamment? Est-ce qu'il y a des engagements de l'océan, hein? Ah, de l'océan? Non, complètement. On ne parle pas assez de l'océan. Ouais. Alors que, il faut rappeler quand même que la vie est apparue dans l'océan et qu'aujourd'hui, c'est l'océan qui la maintient. Si les océans meurent, nous mourons. Ouais. Voilà, et puis, accessoirement, c'est 70% de la surface du globe. C'est ça. Oui. C'est notre planète bleue. Oui. Et sans les océans. Aujourd'hui, il y a 5 menaces majeures qui pèsent sur les océans. La surpêche, le changement climatique, la dégradation des habitats, les pollutions et les espèces invasives. Moi, je travaille pour une ONG qui lutte contre la pollution plastique. Le plastique est lié à ces 5 menaces. Il est dedans, dans les 5. Et il contribue à ces 5 menaces. Ouais. Le plastique, aujourd'hui, on parlait de la photosynthèse, par exemple. La photosynthèse, elle est produite par des phytoplanctons, donc c'est des microalgues qui sont à la surface des océans. Si ces océans sont recouverts de plastique, les rayons du soleil ne passent plus, la photosynthèse ne marche plus. Donc, l'océan ne peut plus absorber ce CO2. Et pareil, le phytoplancton, comme les arbres, il se nourrit de nutriments. Le problème, c'est que dans les océans, contrairement sur la planète, les nutriments, ils sont au fond des océans. Donc, il va falloir des choses pour pouvoir les ramener à la surface, ramener ces nutriments et nourrir le phytoplancton. Truc magique, c'est les mammifères marins. Les mammifères marins, ils n'ont pas le choix à cause de la pression. Déjà, parce que c'est des mammifères, ils doivent respirer à la surface, mais à cause de la pression, ils doivent faire caca à la surface. Oui. Et leurs excréments, c'est l'engrais des océans, c'est l'engrais du phytoplancton. Seulement aujourd'hui, quelle est la première cause de mortalité des mammifères marins? Le plastique. Oui. Et le plastique, il est fait de quoi?
des énergies fossiles. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on revient là-dessus. Ouais. Sylvie Dufour, la machine est en train de se détraquer, elle s'est déjà détraquée, parce que c'est des temps longs dont on parle. Oui. Alors par rapport au réchauffement, justement, ce réchauffement qu'on constate, au début on pensait en surface, mais jusqu'en profondeur, donc il perturbe tout ce qu'on appelle cette grande circulation océanique. Mais ce que j'aimerais dire aussi, et en complément de ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a donc cet impact du réchauffement climatique sur l'océan, mais il y a aussi beaucoup d'autres impacts de tout ce qu'on appelle les facteurs anthropiques. Et donc, il y a cette surexploitation des ressources, les ressources de pêche, du fait de la pêche industrielle. Hein. Et c'est donc une des situations vraiment impactantes. C'est des surexploitations d'espèces qui entraînent la disparition de certaines et qui en même temps entraînent la disparition des emplois. Parce que ce n'est pas la pêche industrielle qui crée des emplois. Et c'est vraiment la pêche artisanale, petit bateau, locale, qui est une source d'avenir. Donc ça, c'est un grand impact et c'est une question internationale parce qu'il y a des grandes pêches, par exemple au large de l'Afrique, industrielles, pas par les Africains, et qui entraînent une injustice sociale énorme. Donc il y a tous ces impacts-là. Il y a, comme on a dit, les plastiques et toutes les autres pollutions. Parce qu'en fait, tout ce qu'on déverse, pesticides, herbicides, c'est aussi d'actualité, les produits pharmaceutiques, nos produits industriels, tout ça termine dans les rivières, dans les estuaires, dans les océans. C'est vraiment le réceptacle final avec toutes les perturbations que ça entraîne. Donc, quelles actions on peut mener ? C'est à la source, il faut réduire ces pollutions, évidemment réduire notre utilisation de plastique. Là aussi, on est dans des temps longs. Oui, il faut réduire la production des polluants, ça c'est sûr. Donc depuis les plastiques, parce que les plastiques c'est des polluants physiques, mais c'est aussi des porteurs de beaucoup de molécules chimiques qui sont ce qu'on appelle aussi les perturbateurs endocriniens. On connaît ça sur la santé humaine, mais il se passe la même chose dans les organismes marins. Donc il faut réduire la production de tous ces polluants et on revient aussi, herbicides, pesticides. Quand vous voyez l'Europe qui prolonge de 10 ans l'utilisation du glyphosate, vous dites que c'est... Oui. Comme tous les autres polluants. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très important. Et aussi, l'océan, on peut considérer ça vraiment comme un bien commun de l'humanité. On le partage tous. Et les pollueurs ne sont pas les payeurs, actuellement. Donc on a les pays du Sud qui sont déjà avec beaucoup de problèmes de développement, mais qui subissent donc tous les impacts qui sont quand même dus aux pays industrialisés, que ce soit climatique ou pollution. J'aimerais compléter que effectivement, en fait, il y a à la fois l'action préventive, donc de travailler vraiment sur la partie production et consommation, parce que c'est aussi parce qu'on consomme, ça dépend de nous, bien sûr. Mais il y a aussi toute la partie curative. Le problème, par exemple, je reviens sur mon sujet qui est le plastique, c'est que le plastique se dégrade extrêmement lentement. Mais il se dégrade et on ne voit pas cette dégradation, il se dégrade en micro et nanoplastiques. Et ces micro et nanoplastiques, on va avoir du mal, à les collecter. C'est pour ça donc il faut collecter le plastique le plus tôt possible, c'est ça ? C'est ça. Donc parce que à la sortie des estuaires... On a une énorme quantité, on estime à peut-être 22% de fuite sur les plus de 460 millions de tonnes de plastique qu'on produit chaque année. Donc c'est énorme, c'est 1 tonne de plastique qui rentre dans les océans toutes les 3 secondes. C'est énorme. Les scientifiques ont identifié 1000 estuaires principalement émetteurs de ce plastique. Donc effectivement, il faut récupérer ce plastique avant qu'il rentre dans l'océan, donc dans le cycle de l'eau en amont, et s'il est déjà dans l'océan, au plus près des côtes, pour qu'il soit le moins dégradé possible, puisque sinon ce microplastique, il va aller absolument partout. Aujourd'hui, on le trouve dans l'atmosphère, on le trouve au fin fond des abysses, on le trouve dans les nappes phréatiques. Les microplastiques sont partout. Alors, avec quels moyens ? Il y a le Manta qui est un peu votre navire, je ne sais pas quel terme employé, amiral, c'est un peu notre navire ambassadeur. Ambassadeur, ça marche comment ? C'est un système de collecte du plastique, ça ? Alors, c'est notre projet phare. Ce sera un très grand catamaran qui a plusieurs systèmes de collecte, notamment entre les 2 coques des tapis collecteurs pour faire remonter les déchets qu'ils croisent. Et en fait, la particularité, c'est qu'on aura une usine de tri sur le bateau.
pour pouvoir à la fois trier les déchets et séparer le plastique. Et le plastique, lui, sera transformé en énergie pour alimenter le Manta et continuer les collectes. Mais il en faudrait combien des bateaux? Il en faudrait énormément. Bah oui. Énormément. C'est pour ça que le Manta, c'est un ambassadeur du problème. Il va aussi servir de plateforme scientifique. Il y aura un laboratoire de recherche dessus. Ce sera aussi une plateforme de sensibilisation. Les gens pourront monter dessus, de conférences également. Et puis on a d'autres bateaux qui eux existent déjà, qu'on appelle les Mobula, qui sont des plus petits bateaux de collecte, qui eux servent sur des eaux calmes, par exemple dans les mangroves, dans les lagons, sur les estuaires, sur les rivières. Et on en a déjà un en activité à Bali, à Denpasar, depuis le mois de mars, et on en a 3 en construction actuellement à Paimpol. L'essentiel de cette pollution plastique, elle vient d'où? Au bout de quel fleuve il faut s'installer pour être le plus efficace? Alors, de beaucoup, puisque déjà il y en a 1000 qui sont principaux émetteurs. La majeure partie, la majorité de ces fleuves sont en Asie du Sud-Est. C'est pour ça qu'on est d'abord parti sur l'Indonésie. Mais aujourd'hui, parmi les pays les plus émetteurs de plastique, qui ne sont pas forcément les plus producteurs, mais les plus émetteurs, vous avez la Malaisie, les Philippines, l'Indonésie, la Chine et le Vietnam. Voilà. Sylvie Dufour, il y a le Sea Cleaners, il y a aussi un enjeu de scientifique. Il y a une méconnaissance encore de l'océan, paradoxalement. On entend toujours cette image qu'on connaît moins bien le fond des océans que la surface de la Lune. Mais l'océan, c'est une source de découverte, d'innovation. Il y a comme vous avez dit, la vie est apparue dans l'océan et elle s'est diversifiée. Il y a un grand nombre d'organismes qui n'existent que dans l'océan qu'on ne connaît même pas encore, surtout dans les fonds. Et il y a une source de connaissances, il y a un bon nombre de prix Nobel de connaissances fondamentales, depuis la division cellulaire qui aboutit à des améliorations médicales pour le cancer qui ont été découvertes grâce à des organismes marins. Et il y a encore beaucoup à découvrir. Et là, à nouveau, j'insisterai, il y a une question de justice, parce qu'il faut que ces découvertes soient partagées par tous et pas simplement obtenues par ceux qui ont les moyens d'aller explorer les grands fonds. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venues nous parler de ces enjeux océaniques à l'occasion de la COP 28 de Dubaï. On passe à notre rubrique Start-up tout de suite.